Passer d'expert à formateur, ça a l'air simple comme ça, hein, mais en réalité, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Comment on fait pour transformer son savoir-faire, parfois très pointu, en une formation qui soit vraiment efficace et bien structurée? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On connaît bien cette situation, tout commence souvent par cette petite phrase. On est reconnu pour une compétence et paf, du jour au lendemain, on se retrouve propulsé dans le rôle de formateur, bien souvent sans la moindre préparation. C'est comme ça que naît le formateur accidentel, et c'est précisément là que les ennuis commencent. Et voilà le cœur du problème. L'erreur fondamentale, c'est de croire que parce qu'on maîtrise un sujet, on est automatiquement capable de le transmettre. Mais ce sont deux compétences radicalement différentes. Le savoir-faire technique et le savoir expliquer ne carburent pas du tout au même moteur. C'est cette distinction qui est absolument cruciale. Alors c'est quoi cette fameuse erreur si commune chez l'expert qui débute? C'est un réflexe tout à fait naturel, on veut partager son expérience. Le souci, c'est que partager son savoir et construire une action de formation, eh bien ce sont deux choses bien distinctes. Regardez bien cette opposition, elle est parlante. D'un côté, on a le partage d'expérience. C'est informel, c'est anecdotique, c'est centré sur notre vécu. De l'autre, on a l'action de formation. Là, c'est un processus intentionnel, structuré, qui vise des compétences précises. Le but, ce n'est pas de raconter son histoire, mais de s'assurer que les participants repartent en étant capables de faire quelque chose de nouveau. Pour bien former, la première étape, c'est de comprendre comment le cerveau apprend. Surtout celui d'un adulte qui a ses petites spécificités. Et la toute première condition, le point de départ de tout, c'est une question d'attention. L'attention, c'est un peu la porte d'entrée de la mémoire. Sans elle, l'information peut être entendue, mais elle n'est pas encodée. En gros, elle ne laisse aucune trace durable. Un exposé très dense peut donner une illusion de compréhension, mais si l'attention n'est pas activement sollicitée, il ne produit aucun apprentissage réel. Rien. Et ça nous amène directement à la notion de charge cognitive. Il faut bien comprendre que le cerveau n'est pas un disque dur à capacité infinie. Sa mémoire de travail, sa capacité de traitement est très limitée. Si on le submerge d'informations, il sature. Et à ce moment-là, l'apprentissage ne ralentit pas, il s'arrête net. L'information en trop est tout simplement perdue. Donc, structurer et simplifier, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Alors, comment on fait pour renforcer l'apprentissage? Eh bien, la clé, elle est dans cette différence fondamentale. Relire passivement ses notes, ça donne une fausse et très confortable impression de maîtrise. Le véritable apprentissage, lui, il vient du rappel actif. C'est l'action de forcer son cerveau à aller chercher l'info, à la reconstruire. C'est cet effort-là qui renforce durablement les connexions neuronales. Cette citation résume tout parfaitement. Le point crucial, le mot-clé, c'est l'effort. Plus la récupération d'une information demande un effort, plus l'apprentissage est solide. Le rôle du formateur n'est donc pas de montrer des choses, mais bien de créer des situations qui vont obliger le cerveau de l'apprenant à reconstruire le savoir par lui-même. Et dans ce processus de reconstruction, l'erreur est notre meilleur allié. Oui, se tromper, ça envoie un signal hyper puissant au cerveau. C'est comme une alarme qui dit « Attention, il y a un écart entre ce que tu crois savoir et la réalité. » Une erreur qui est corrigée renforce bien plus l'apprentissage qu'une réussite facile. L'erreur, ce n'est donc pas un échec, c'est le véritable moteur de la progression. Bon, maintenant qu'on sait un peu mieux comment le cerveau apprend, comment on fait pour structurer une intervention pour que ce soit une vraie formation et pas juste un partage d'infos? Eh bien, tout part d'une définition claire de ce qu'est une action de formation. Une action de formation, ce n'est pas juste informer ou discuter. Non, c'est un processus qui est structuré et qui a un but très précis. Provoquer un changement observable, une nouvelle compétence, un comportement différent, en somme une transformation qui est intentionnelle. Et cette transformation, elle repose sur 5 piliers qui sont indissociables. Il faut des objectifs clairs, des contenus qui y répondent, des méthodes adaptées au public, les moyens nécessaires, et enfin une façon de vérifier que les compétences ont bien été acquises. Si l'un de ces 5 piliers manque, la structure s'effondre et on retombe dans de l'informel. Avec cette structure bien en tête, on peut aborder la transformation finale de l'expert. Pour y arriver, il faut comprendre que ce rôle se décline en 3 facettes, 3 casquettes bien distinctes. Analysons un que ces 3 rôles. D'abord, l'expert. Lui, il est focalisé sur son savoir, sur le contenu. Il montre, il explique. Le grand risque, c'est de réduire la formation à un simple exposé. Ensuite, il y a le formateur. Lui, il se concentre sur l'organisation des activités. Il anime, il structure, il fait pratiquer. C'est déjà un grand pas. Mais le risque, c'est de se focaliser sur l'animation sans vraiment penser à l'apprentissage derrière. Et enfin, le pédagogue. Là, on passe à un autre niveau.
Son focus à lui, c'est le processus d'apprentissage. Il questionne, il régule, il donne du sens. Ce n'est plus juste un animateur, c'est l'architecte de l'expérience d'apprentissage. Voilà le but du parcours, c'est d'utiliser son expertise, non pas comme un contenu à déverser, mais comme une ressource au service d'un objectif bien plus grand. Concevoir et piloter une expérience qui permet aux autres de construire leurs propres compétences. Mais attention, adopter cette posture de pédagogue, ça implique d'avoir des responsabilités très claires. Il faut savoir où commence son rôle de formateur et surtout où il s'arrête. Alors, de quoi est-on responsable? On est responsable de la clarté de sa parole et de ses consignes. On est responsable de la validation, qu'elle soit explicite ou implicite, des pratiques. Et on est responsable de la qualité des conditions d'apprentissage qu'on met en place et du respect du cadre et des objectifs qui ont été fixés. En revanche, et c'est tout aussi important, il faut connaître les limites de son rôle. On n'est pas responsable de la stratégie de formation globale de l'organisation, ni des choix de carrière des participants. Notre rôle, c'est de fournir les outils. Ce que les participants en feront ensuite, ça leur appartient. Savoir poser ses limites, c'est un acte de professionnalisme. En conclusion, s'il y a une chose à retenir, c'est que former, ce n'est pas transmettre, c'est décider. En permanence, à chaque minute, il faut arbitrer. J'approfondis ce point ou j'avance. Je laisse chercher ou je corrige. Je suis exigeant ou bienveillant. C'est cet ensemble de micro-décisions, éclairées et constantes, qui marque le véritable passage de l'expert qui sait au pédagogue qui fait apprendre.